Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entrevue. Aujourd'hui, nous allons encore parler du dialogue. Vous savez, c'est le sujet qui fait débat dans la classe politique en RDC. Cette fois, nous allons entendre la voix, l'une des voix en tout cas un peu discordante à ce sujet. Je reçois donc Norbert Yamba Yamba. Vous êtes acteur politique proche de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien pour l'invitation. Vous ne vous êtes pas encore prononcé sur le dialogue. C'est une annonce faite par le chef de l'État. Pourquoi? Ben, écoutez, dans une société organisée, dans une société qui a besoin de résoudre ses problèmes, il est important de temps en temps que les gens qui sont dans cette société se rencontrent, échangent et dégonflent, c'est pas, les incompréhensions, dégonflent, c'est pas, les frustrations et dédramatisent les relations. Oui. Et donc, il a été prouvé que le dialogue est un rendez-vous d'y donner et de recevoir. C'est une école supérieure même de la démocratie. Refuser les dialogues, c'est refuser de faire fonctionner la société. Et nous avons toujours pensé comme principe que lorsqu'on est dans un cheminement, lorsqu'on est dans un processus d'incompréhension, lorsqu'on est dans une situation où il y a plusieurs choses à faire à la fois et qui nécessitent véritablement des options, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens discutent, et cela va permettre véritablement de donner un sens de direction qui permette véritablement à dégonfler et à dédramatiser les relations. C'est pourquoi je n'ai jamais refusé, sincèrement, le dialogue, parce que je considère cela comme étant un atout pour que notre pays puisse relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre pays. Alors, vous semblez fustiger ceux qui ont choisi de ne pas prendre part à ce dialogue. C'est un droit quand même de prendre une position et de l'assumer. Non, écoutez, moi je ne suis pas en train de fustiger ceux qui ont refusé ou ceux qui refusent de prendre part au dialogue. C'est vrai que la problématique de cette question n'est pas suffisamment étayée dans notre pays, parce que ce dialogue est annoncé au moment où les gens se préparent aux élections, au moment où les gens ont pris un certain nombre d'options, au moment où la Constitution véritablement définit très clairement les règles de jeu. Et cela justement pousse à certaines personnes d'être réticents par rapport à ce processus en disant mais bon, la Constitution est claire, les lois de la République sont claires, pourquoi les gens doivent dialoguer? Mais je voudrais simplement dire ceci. Vous savez, les élections n'est pas une fin en soi, c'est vraiment pas une panacée en fait. Les élections nous ont jamais donné la possibilité à nos pays, surtout l'Afrique subsaharienne, de pouvoir se déterminer pour le développement de nos concitoyens. Mais écoutez, on ne va pas refuser les élections parce qu'en réalité, les élections nous permettent, dans une société où nous avons plusieurs tribus, plusieurs ethnies, on a besoin de ce genre d'élections pour nous permettre véritablement à choisir certains d'entre nous. Oui. Mais quand cela ne tienne, il faut que l'on fasse ce qu'on peut appeler les discussions. Parce qu'aujourd'hui, regardez, il faut aller aux élections. Vous vous rappelez la situation de 2006, la situation de 2011, il y avait 64 000 bureaux de vote. Peu de partis politiques étaient représentés dans ces bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté une sorte de tripatouillage, on a constaté une sorte de fraude, de multiples formes. Et tout le monde avait décidé que le Congo, qui véritablement est une méga-nation en Afrique centrale, doit servir de modèle et de référence. Plus jamais ça. Il faut organiser des élections qui rassurent les uns les autres et des élections qui permettent véritablement à ce que le processus soit transparent, démocratique et libre. Mais écoutez, d'ici 2016, c'est pas très loin. Les élections municipales, locales, urbaines, provinciales, sénatoriales, législatives et, j'allais dire, présidentielles, etc., doivent être organisées. Et alors, maintenant, lorsqu'on regarde le temps qui nous sépare de 2016, j'allais dire septembre 2016, où les élections sont censées être organisées, ce temps n'est pas véritablement requis et ne correspond pas au volume d'opérations à réaliser. Ce que véritablement pousse les acteurs politiques à se poser la question pour dire, ben voilà, la Constitution prévoit ceci,
le temps nous est relativement court. Entre-temps, la mobilisation des ressources souffre de douleur. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut que les gens discutent. Parce que regardez, lorsque nous avons deux positions diamétralement opposées, ceux qui pensent qu'il faut aller au dialogue, ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller au dialogue, entre-temps nous avançons, rien n'est fait, la CENI ne bouge pas, les opérations sont restées intactes. Qu'est-ce que nous faisons en septembre 2016? Tout de suite, il faut voir la confrontation. Il faut que je termine par rapport à ça. Il faut voir la confrontation. Et la confrontation entre qui et qui? Entre ceux qui sont au pouvoir, qui véritablement cherchent... Et quelques partis d'opposition. Et quelques partis d'opposition, j'allais dire, la confusion dans l'ensemble de notre peuple. Et des personnes d'une grande vision, d'une grande prospection disent, mais écoutez, au lieu d'avoir des morts, au lieu de planifier la mort, mais pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver aujourd'hui pour discuter en se disant, au regard du temps qui nous reste, au regard de la législation qui est dans notre pays, etc. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pourrons faire demain? Qu'est-ce que nous pouvons prendre comme option? Et cela ne peut se réaliser que lorsqu'on organise un dialogue. Si on n'organise pas un dialogue, à ce moment-là, on n'aura rien fait. Et pendant ce temps, les États-Unis, la communauté internationale, l'Occident continue à exiger que le délai constitutionnel par rapport aux élections, par rapport au mandat soit respecté. Qu'en dites-vous? Oui, mais en fait, les États-Unis, pour la communauté internationale d'une manière générale, c'est vrai qu'elle se réfère à la Constitution, à la Constitution de la République, à la Constitution de la République, ça c'est évident. Et même, nous tous, nous voulons véritablement que ces élections s'organisent dans les délais. Parce qu'effectivement, ça fait partie des dispositions constitutionnelles. Mais je me dis ceci, dans le respect de la Constitution, mais lorsqu'on voit des côtés des faits qui peuvent provoquer de douleurs d'enfantement, pourquoi les gens ne peuvent pas prendre un petit temps pour se dire, regardez les problèmes tels qu'ils se posent, au regard de ces problèmes, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour dégonfler les tensions, dédramatiser les relations et donner un sens de direction même à la communauté internationale. Nous avons le droit, parce que nous sommes copropriétaires de la République, de dire au regard de ce qui se passe, au regard de ce que nous pouvons faire comme travail, etc. Voilà ce que nous prenons comme priorité. Voilà ce que nous voulons mettre au frigo. Et que demain, nous pouvons peut-être revoir la situation. Ça, c'est notre responsabilité. Et si la communauté internationale nous considère comme mature, elle pourra s'adapter pratiquement par rapport à nos déshydratats. Cela, en dehors de ça, ça serait l'air de démagogie que de parler de notre souveraineté. Vous voyez? Et donc, moi, je pense que, plus que jamais, il faudrait pas que nous soyons agités au regard de ces différents discours qui gênent, qui viennent de partout, etc. Mais nous avons des intellectuels encore qui ne soient pas des mercenaires politiques, etc. Des personnes, des hommes et des femmes qui pensent que le Congo peut fonctionner autrement, qui pensent que le Congo peut être épargné des émotions toxiques de certaines personnes, etc. Et que les gens organisent ces rendez-vous du donner et des recevoir pour que nous puissions définir l'avenir et pour que nous puissions organiser des élections qui soient capables de nous permettre véritablement de relever le défi. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, entre nous, même aujourd'hui, on ne connaît pas combien d'argent affecté au niveau de l'organisation de ces élections. La CENI vous dit que bon, il y a des opérations qui sont renvoyées inédites, etc. Et donc, ça pose problème par rapport à l'avenir, par rapport à ce que nous devons faire à l'avenir. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, sincèrement, fermer les yeux et planifier la mort. Alors vous êtes... Si en 2016, je m'excuse beaucoup, je me rappelle bien, à un certain moment, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Faut-il continuer à avoir des morts? Les autorités ont la responsabilité de pouvoir organiser les élections paisibles, apaisées, qui permettent aux Congolais de trouver leur compte. Quand est-ce que les Congolais trouveront leur compte? Et donc, il va être une sorte de confrontation entre les oppositions politiques. Et pourtant, aujourd'hui, on peut se retrouver ensemble pour se dire, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui au regard du volume des problèmes? Regardez. Les États-Unis, c'est une plus grande puissance du monde. Face à l'Iran, les États-Unis, au lieu de mettre en selle ces bombardiers, tout son arsenal militaire, etc., mais les États-Unis ont préféré discuter avec l'Iran.
Aujourd'hui, ils sont arrivés véritablement à un accord qui permette de rassurer les uns les autres. Cela, et pourquoi nous on ne le ferait pas? Nous sommes une méga nation qui est du reste dans une situation très très difficile. On a besoin que les gens discutent. On a besoin de cristalliser une culture de gestion de la République. On a besoin de décrisper toutes les émotions toxiques qui sont les nôtres et qui véritablement aveniment la situation déjà précaire. Et ça, sincèrement, un homme de la trempe de Etienne Tshisekedi avait vu les choses à temps pour dire si en 2006 il y a eu des confrontations, si en 2011 il y a eu des confrontations, etc., des morts d'hommes, écoutez, il ne faudrait pas qu'en 2016 qu'on puisse avoir, par sa sagesse, par sa force d'esprit, il organisa les élections. Et il l'a dit dans une conférence de presse à Bruxelles. Voilà, justement, pour justement parler de l'UDPS, vous êtes très proche de ces partis. En tout cas, dans l'opinion, on dit que par l'acceptation d'Etienne Tshisekedi d'aller au dialogue, il est acheté. C'est ce que disent les gens dans l'opinion. Vous savez, cette question... Ça a créé d'ailleurs une fronde au sein du parti. Je voudrais, sincèrement... ça fait une trentaine d'années, nous menons. Il y en a qui parlent même de réunions occultes entre. Nous avons été jeunes lorsque nous avons vu l'UDPS naître. Oui. Et s'il y avait quelqu'un qui avait la force matérielle et physique dans ce pays, le maréchal Mobutu serait l'une des personnalités la plus agissante qui aurait pu faire de Tshisekedi ce qu'il aurait voulu. Donner l'argent, arracher donner le pouvoir, etc. Mais d'aucuns se rappelleront que tel n'a jamais été le cas. J'ai suivi des témoignages des personnes de la trempe du professeur Vunda, je les cite, qui dira de tous les politiciens, il n'a jamais vu, ni de près, ni de loin, que Tshisekedi soit corrompu. Et s'il n'a pas été corrompu à 50 ans, 60 ans, pour que la démocratie aujourd'hui soit rendue opérationnelle, je ne pense pas qu'à 83 ans, cet homme-là soit corrompu. Chercher l'argent pour aller où? Acheter On dit qu'il n'y a pas de la fumée, aller danser, parce qu'il y a même... etc. Excusez. Ceux qui aujourd'hui sont en train de s'agiter et qui visiblement ont toujours eu l'argent facile, j'allais dire l'argent sale, et qui croient juste à poser leur façon de faire à certaines personnes qui sont crédibles et qui véritablement constituent des références à travers en Afrique, références dans une race qui est la nôtre, considèrent que, bon, tu sais qu'il peut faire comme il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. J'ai entendu que non, il y a eu une rencontre en Rome. Occulte. Oui. J'ai dit que c'est un mensonge cousu en fil bleu. C'est un mensonge dimensionnel. Je mets quiconque au défi qui vienne me prouver. Quelqu'un parlera de l'hôtel Sofitel. Mais c'est un mensonge. C'est une information dénuée de tout fondement. Ça, c'est du mercénariat politique. J'allais dire des pseudo-chercheurs politisés. Je suis désolé. Des chercheurs sans avoir écrit quoi que ce soit. Qui, en réalité, ont reçu des informations dénuées de tout fondement. Ils ont même donné les chambres d'hôtel. Non, mes chers amis. Non, cher ami. Minimum de respect. Minimum de respect. Il y a des gens qui peuvent être facilement corrompus. Oui. On vient, on lui donne l'argent, va dire ceci, va dire cela, il a l'argent. Un homme comme tu sais qui dit, comment tu vas commencer? J'ai besoin de vous donner l'argent pour que vous me donniez le mandat. Dis, mais mon cher ami, un peu de respect. Pourquoi dans notre pays, on ne doit pas apprendre à pouvoir respecter les gens? On va désacraliser des personnes qui sont véritablement des patrimoines nationaux. J'ai vu à un moment donné, on a désacralisé mon cardinal Monsengo. Aujourd'hui, ça devient le tour de Tshisekedi. Un minimum de respect, s'il vous plaît. Ce monsieur s'est investi toute sa vie. Aujourd'hui, il détient des sévices à cause du combat qu'il a mené pour que véritablement la démocratie se construise dans notre pays. Peut-être que nous n'avons pas encore de résultats. Mais du coup, peut-être que nous sommes en train d'avancer. Mais est-ce que, sincèrement, aucune personne ne peut prendre l'initiative? Quand Tshisekedi a déclaré le 27 juin qu'il faut un dialogue, lorsque Tshisekedi a élaboré la feuille de route pour la paix, pour la tenue du dialogue, est-ce que les gens n'ont pas répondu? Et dans cette feuille de route, qu'est-ce qu'il est dit? Il faut dialoguer avec le pouvoir. Pour qu'on définisse clairement ce que nous devons faire, pour qu'il y ait des élections apaisées, pour qu'il y ait passation du pouvoir de manière civilisée, pour qu'il y ait alternance démocratique. Épargnons les morts inutiles. Discutons. Hier, on a tendance à dire, tu sais qu'il dit, c'est un radical, chaise vide, il ne veut rien entendre des autres, etc. Oui. Lorsque tu sais qu'il dit, va. Il a même perdu certains de ses écoutez, membres. Mais écoute, et ce sont des gens comme ça qui mettent même nos noms sur la liste des personnes corrompues. Écoutez, chers journalistes,
depuis que j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais été ni de près ni de loin devant qui que ce soit pour me donner, même $20.